Daniel, est-ce que tu voudrais que je commence? Oui, oui, oui. Oui? Alors, il Oui? faudrait bien que Ok. quelqu'un. Vas-y. Super, mais on va se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas, notre public, mais je suis contente que vous soyez là. Moi, c'est Magda Ferny, je suis membre du CRIEM, bien sûr, historienne et professeure à l'UQAM. Je laisse Daniel se présenter. Alors, Daniel Weinstock, je suis membre du CRIEM également depuis ses débuts. Professeur à la faculté de droit et au département de philosophie et titulaire de la chaire Catherine Pearson en société civile et politique publique. Super. Alors, vous le savez peut-être, ça a peut-être été, ça faisait peut-être partie de la publicité pour cette séance. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment mettre la table pour la série de webinaires qui s'en viennent. Daniel et moi avons conçu, donc, avec l'appui et l'aide de nos collègues du CRIEM, une série de webinaires qui porteront sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la ville de Montréal, sur la ville, mais sur la ville de Montréal en particulier. Il y aura des participants, des participantes qui apporteront une perspective historienne, d'autres qui parleront davantage d'un point de vue d'études urbaines, de vivre ensemble. En fait, ce sera un programme assez varié. Et le but de la séance de cet après-midi, c'est tout simplement effectivement, de briser la glace en parlant de quelque chose que nous connaissons tous et toutes, je crois, assez bien, c'est-à-dire l'impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur nos propres recherches, sur la recherche universitaire. Et ça nous semblait, à Stéphane, à Nick, à Daniel et à moi, une thématique très pertinente dans la mesure où Montréal est bien sûr une ville savoir, une ville où on trouve 4 universités, plusieurs instituts, écoles et cégeps. Et donc, il y a beaucoup de recherche qui se fait à Montréal, ou du moins qui s'y faisait en temps normal avant la pandémie. Alors, je commencerai peut-être en disant quelques mots de ma perspective d'historienne, puis ensuite, on va échanger, Daniel et moi, puis par la suite, nous espérons que vous aurez tout plein de questions, de commentaires, de contributions de votre côté. Euh, je dirais que pour moi, si je devais résumer ce que j'ai à vous dire, je dirais que pour moi, la pandémie et tout ce que nous vivons depuis 6 mois, ça a fait ressortir l'importance cruciale de la recherche scientifique, de la recherche universitaire, en même temps que ça a imposé des contraintes importantes sur ce que nous sommes en mesure de faire en ce moment. Et je dois dire que ma perspective, elle est celle donc d'une chercheuse universitaire située ici à Montréal, mais elle est aussi celle d'une historienne de Montréal et d'une historienne de la pandémie d'influenza de 1918-1920. Et donc, j'ai consacré une bonne dizaine d'années à étudier cette autre pandémie d'il y a un siècle. Et forcément, ma compréhension, mes interprétations de ce que nous venons de vivre ces derniers mois, de ce que nous vivons toujours, mais ces interprétations sont colorées par mes connaissances de l'autre pandémie. Euh, Peut-être juste pour commencer, pour entamer la discussion, je dirais qu'une chose qui m'a frappée ces derniers mois, surtout au printemps et cet été, euh, c'est le nombre d'appels que j'ai reçus et que mes collègues historiens ont reçus de la part des médias. Tout d'un coup, les historiens, les historiennes étaient perçus comme des personnes très, très utiles, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, nous le pensons, mais ce n'est pas tout le monde qui est du même avis. Et j'ai été vraiment frappée par la soif de connaissances historiques de la part des différents médias, de la part de mes collègues non historiens aussi, qui semblaient penser que le savoir historique pouvait nous aider à comprendre ce que nous vivons actuellement. Et j'ai eu l'impression par moments aussi euh, que les gens cherchaient à être rassurés par une perspective historienne, c'est-à-dire nous avons survécu il y a 100 ans, nous allons survivre cette fois-ci. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a survécu il y a 100 ans, et ça aussi, il faut le dire, mais j'ai l'impression que parfois, on cherchait à être rassuré par cette perspective historienne. Et donc, pour moi, c'était fort intéressant parce que l'histoire
puis j'en parlais avec Daniel hier, l'histoire qui est vraiment la plus lente des disciplines, ou parmi les plus lentes des disciplines, dans le sens où c'est une discipline bâtie sur la lenteur, sur la démarche méthodique, systématique. Ça peut prendre une décennie pour produire un livre en histoire, par exemple. Donc, cette discipline très lente, tout d'un coup, était perçue comme utile pour répondre à une situation d'urgence. Et donc, les historiens se trouvaient à intervenir effectivement dans ce moment d'urgence, dans ce moment de crise en temps réel. Voilà, donc impression générale pour commencer. Daniel, comment tu as vécu ces Ben, derniers mois en je tant vais que te dire chercheur? quelques mots en tant que... Alors moi, ma perspective est celle, premièrement, bon, d'un philosophe dans une faculté de droit, mais donc un philosophe qui a quand même l'habitude d'intervenir sur des questions sociétales dans la place publique, mais également, bon, à l'époque, je dirigeais encore, la pandémie est arrivée à la fin de mon mandat de directeur d'un institut de santé et politique publique, donc ici à McGill. Mais également, je suis membre de différentes commissions, le conseil le comité conseil en éthique de l'Agence de santé publique du Canada, donc des entités qui, d'habitude, on se réunit tous les 2-3 mois et puis il y a des questions qui nous sont soumises, mais elles ne sont jamais, bon, ce sont des questions intéressantes, mais qui ne sont pas brûlantes. Là, tout d'un coup, j'ai été sollicité de toutes parts, autant un peu par les médias que par donc, ces différentes instances. Et je dirais que, alors moi, j'ai vécu, je crois, et ce serait intéressant de savoir un peu maintenant, avec quelques mois de recul, comment les gens ont vécu ça, un moment de paralysie. Un moment de paralysie où je regardais mes recherches, je regardais mes travaux en cours, les échéanciers que je devais respecter. Je regardais le monde autour de moi qui était en train d'être complètement bouleversé par la pandémie et je me disais, mais quel intérêt de continuer à travailler sur ce papier qui est dû dans 3 semaines et qu'on me réclame toujours, comme si le monde n'avait pas changé. Donc, j'ai vécu un moment, je dirais, un peu d'angoisse existentielle en tant que chercheur à me demander, mais bon, quel est l'intérêt de faire ces recherches? Heureusement, donc, il y avait ces autres instances dans lesquelles j'œuvrais, dans lesquelles nous avions l'impression de faire œuvre utile en répondant aux questions des décideurs sur les dimensions légales et éthiques des mesures qui étaient en train d'être mises en place dans la première phase donc, de la pandémie, qui trouve maintenant leur écho dans ce que nous sommes en train de vivre malheureusement depuis à peu près une semaine. Mais de proche en proche, j'ai commencé à, je dirais, en tant que, bon, quand même philosophe politique, philosophe de l'éthique, à m'approprier l'objet et à commencer à rédiger des choses qui tentaient de faire le lien entre mes intérêts de recherche et, et la COVID. La première chose qui est venue, et je dirais, je vais toucher il y a quelque chose qui a changé également, Magda le disait, l'urgence de la production. Hein, mais je vais en toucher un mot là-dessus dans un moment. Les rythmes de la production scientifique et les rythmes d'une crise comme la pandémie ne sont pas les mêmes et il faut que l'un s'adapte à l'autre. Mais la première chose que j'ai écrite, donc sous la forme, non pas d'un article scientifique, mais d'une contribution à un blog qui est tenu par une de nos institutions sœurs ici à McGill, le Max Bell School in Public Policy, a été vraiment de réfléchir un peu à la ville et à l'espace dans la ville et au temps. La première réaction que j'ai eue a été de me dire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les premiers moments, un des réflexes que les gouvernements ont eu, c'était de rendre plus difficile l'accès des citoyens aux espaces. Que ce soit ici au Québec ou dans d'autres provinces, on fermait des parcs. Je me rappelle d'un épisode qui a été très diffusé dans lequel un père avec ses 3 garçons qui devaient complètement un garçon de 4 ans, de 6 ans et de 8 ans, là, qui devait devenir complètement fou, être enfermé à la maison, est allé dans un stationnement en face de chez lui, un stationnement qui était complètement vide, pour que ces garçons puissent courir, jouer à la balle, je ne sais trop. Et il s'est fait arrêter, donc il a dû rentrer chez lui parce que le stationnement était soi-disant fermé. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à la manière par laquelle, de manière créative, on pourrait au contraire faire de l'espace urbain notre allié dans la lutte contre la pandémie, justement en nous permettant d'éviter le confinement total, mais en
disons, en profitant un peu de l'étendue de nos espaces, de nos parcs, de nos rues également, pour pouvoir faire des choses en se distançant. Donc, j'ai écrit ce premier papier avant qu'il n'y ait eu bon, un peu ce phénomène autour du monde, des rues qui ont été fermées par les gouvernements municipaux pour permettre aux tenanciers de restaurants et de bars de pouvoir continuer à servir un public tout en respectant les normes de distanciation sociale. J'ai eu le réflexe de me dire, il faudrait faire une recherche, il faudrait que les spécialistes de design urbain commence vraiment à nous aider à réfléchir à la manière par laquelle nous pouvons profiter d'espaces peut-être que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser de certaines manières, mais également du temps. Du temps, se répartir dans le temps, se répartir dans l'espace, pour pouvoir éviter le confinement qui me semble terriblement coûteux sur le plan psychologique, sur le plan humain, tout en respectant, disons, les normes de distanciation sociale. Donc, ce sont les premières choses qui me sont venues un peu à l'esprit en tant que... Et donc, ça a donné lieu à des productions scientifiques également dans le courant de l'été pour essayer de donner un peu de chair à cette idée. L'autre chose que je voudrais faire écho à ce que Magda vient de dire, c'est, j'ai mentionné ça au tout début de mon intervention, c'est la transformation du temps de la recherche. Bon, pour quelqu'un qui est dans mon domaine, je suis marié à une historienne, donc je sais que le temps de la recherche en histoire est peut-être particulière, même à l'intérieur du monde académique. Entre le moment où on conçoit un ouvrage et le moment où on le termine, une décennie peut passer. Bon, dans le domaine qui est le mien, où on travaille plutôt par article scientifique, ça tient presque du miracle si entre la conception d'un article et sa publication, ça se fait à l'intérieur d'un an, entre ça n'a aucun sens d'intervenir sur des questions de politique publique, d'intervenir sur des questions de droit, d'éthique reliées à la pandémie, avec des textes qui seront publiés au moment où la pandémie tirera à sa fin. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant dans mon propre cas, mais je crois que ça a été partagé un peu à travers le monde académique, c'est la manière par laquelle, par la création de blogs, par la création de lieux sur la toile, ou qui se sont en quelque sorte à mi-chemin entre le blog et la publication savante, on a en temps réel, de manière un peu improvisée, réinventé des lieux de diffusion et de partage de la recherche pour pouvoir, disons, contribuer plus rapidement à éclairer les débats de société que la COVID à laquelle la COVID a mené, avec bon, l'avantage qui est évident que notre recherche peut être partagée plus rapidement, mais évidemment avec les risques, qui sont des risques que je me pose toujours lorsque j'interviens plus rapidement que j'ai l'habitude de le faire, de contourner un peu les coins ronds et de céder un peu à l'urgence qui s'impose un peu de toutes parts en ne prenant pas le temps de faire le tour d'une question et en intervenant de manière un peu intempestive. Donc, mais je trouve très intéressant la manière par laquelle nous sommes en fait en train de réinventer un peu une manière d'intervenir et des médias qui nous permettent d'intervenir plus rapidement que nous le faisions jusque-là. Mm-hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Daniel, parce que je pense que ces nouvelles façons de faire ne viennent pas sans coût et je pourrais évoquer certaines de ces coûts aussi, mais ce que je trouve ça très intéressant, tu as évoqué cette paralysie qui t'a frappé au début, puis je pense que nous étions beaucoup à la ressentir, cette paralysie, mais ce qui me frappe, c'est à quel point des chercheurs provenant de domaines différents, de disciplines différentes, se sont rattachés à la pandémie et même ceux et celles d'entre nous qui travaillent dans des domaines très loin des sciences de la santé y ont vu quelque chose d'intéressant. On pourrait penser qu'une crise sanitaire, c'est intéressant, surtout justement pour des scientifiques, des chercheurs en médecine, mais une épidémie, une pandémie, c'est comme une guerre, c'est un événement total en fait. Et donc, tant effectivement des gens en urbanisme que des gens en sociaux peuvent
s'en servir pour repenser un peu leur métier. Moi, ce qui m'a frappé, l'une des choses qui me frappe, c'est à quel point les sciences humaines, par exemple, sont utiles dans ce genre de contexte. C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est comment synthétiser de grandes quantités d'informations, comment distiller ces informations, comment faire le partage entre le vrai et le faux, le plausible et le douteux. Et je crois que c'est justement l'une des conséquences, l'une des répercussions de cette pandémie. On est entouré de nouvelles, fausses, vraies, on est collé à nos écrans. Et donc, cette capacité justement d'exercer un esprit critique, de synthétiser, d'en retirer l'essentiel me semble important. Donc, je pense que c'est un moment qui renforce l'importance de la recherche, pas juste en santé, pas juste en médecine, mais aussi dans les sciences sociales et les sciences humaines. Bien sûr, ça nous a obligés à innover et je pense qu'on pourrait peut-être parler, Daniel, des différentes manières par lesquelles on innove. Tous les chercheurs, toutes les chercheuses innovent en ce moment, mais je pense qu'il faut dire aussi que on a parlé d'espace et de temps. C'est clair que ça change, ça a transformé nos façons de faire, nos conditions de travail. Je pense que si on veut se réinventer, comme chercheur ou comme chercheuse, mais pour le moment, ça veut dire se réinventer à distance, par exemple. Donc, loin de nos bureaux, loin de nos ressources informatiques et techniques et administratives, loin de nos livres parfois. Oui. Et pour les historiens, les historiennes, loin de l'archive. Et je pense que dans mon domaine, c'est vraiment ce qui nous a frappé le plus. Vraiment, c'était presque physique, en fait, cette impossibilité d'aller à l'archive, d'aller au centre d'archives. Depuis 30 ans, en fait, mes étés sont meublés par des voyages de recherche au centre d'archives et tout d'un coup, on n'y a plus accès. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de produire de la recherche en histoire. Bien sûr, il y a des sources imprimées et il y a de plus en plus de sources imprimées qui sont numérisées aussi. Mais je pense que pour la plupart des historiens et des historiennes, l'archive a quelque chose de sacré. Puis c'est le fait de pouvoir toucher à des archives manuscrites, le plaisir qu'on a en ouvrant une boîte d'archives. C'est ce que l'historienne française Arlette Farge appelle le goût de l'archive, l'effet de réel. C'est son expression aussi qu'on ressent en touchant un document. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, ça nous oblige à devenir historiens, historiennes, loin de nos matières primaires. Et c'est un changement de taille. On se dit, c'est pas permanent, ça va. Entre-temps, on peut s'organiser autrement. Mais il est certain que ça vient changer nos façons de faire, du moins pour l'instant. Ouais. La différence entre cette pandémie et les autres événements sanitaires que nous avons vécus dans notre vie, et peut-être que là, l'intérêt de la pandémie de 18-20 prend tout son sens, c'est que, bon, que ce soit H1N1, H5N1, le SRAS, ça a été limité dans l'espace, mais surtout dans le temps. Hein? Ce sont des crises qui ont duré, le SRAS, même si ça a été une crise intense, quelques semaines. Et là, nous vivons dans une pandémie qui est la première de notre vivant. Bon, il y a quelques personnes qui pourront se targuer d'avoir survécu à la fois à la pandémie de 18-20 et espérons-le également à celle-ci, mais elles sont rarissimes. Donc, comme c'est quelque chose qui va dans le meilleur des mondes durer encore un an, peut-être un an, 2 ans, là, et peut-être donner lieu à des transformations plus permanentes, hein, même après que nous serons sortis de la période vraiment crise. Tous les domaines de la société doivent être changés, repensés, et donc toutes les disciplines qui réfléchissent à ces domaines doivent être mobilisées. Hein? En tant que personne qui d'habitude consomme beaucoup d'art de la scène, que ce soit de la musique ou de la danse, le processus de réinvention, ces gens-là, nos créateurs, ne peuvent pas tout simplement s'asseoir sur leurs mains pendant 2 ans à ne rien faire. Et donc, réinventer la manière de continuer à créer et à continuer à partager sa création avec un public,
c'est quelque chose qui exige non seulement la créativité des artistes, mais également les gens qui travaillent dans un domaine où ils pourront voir un peu les choses qui se sont faites pendant d'autres crises sanitaires et imaginer des manières technologiques de contourner la pandémie. Mais que ce soit au niveau de la transportation, que ce soit au niveau de l'occupation ou non de nos bureaux, que ce soit au niveau des pratiques de la manière de l'organisation familiale, tous les domaines de la société sont transformés. Donc, c'est un peu le premier objet, je dirais, de notre vivant qui mobilise autant l'entièreté. Il n'y a pas un domaine, en quelque sorte, de savoir qui n'est pas mobilisable pour les fins de penser un peu la manière par laquelle nous allons réinventer la société dans un contexte de risque modéré ou élevé, comme ce sera le cas pour les mois qui viennent. Alors, je voudrais dire quelque chose également sur de manière un peu plus personnelle. Alors, vivant avec une historienne qui a obtenu une subvention qui allait lui permettre de voyager auprès de ses archives et côtoyant quelqu'un qui me fait sentir un peu cette espèce de passion de l'archive, du document. C'est quelque chose qui n'a pas, dans mon cas, bon, je suis philosophe, mais je ne suis pas un historien de la philosophie, donc je travaille avec des documents qui sont pour la majorité en ligne. Les revues scientifiques le sont à peu près intégralement. Il m'arrive parfois de me lever pour aller chercher un livre dont j'ai besoin pour un texte que je suis en train d'écrire, et là, de me rendre compte que le livre pour lequel je tendais la main est en fait dans mon bureau à McGill, et donc je dois y renoncer. Mais je suis étonné de voir à quel point même des livres qui datent un peu là, ont été numérisés, sont disponibles en ligne. Évidemment, moi, mon goût du réel, c'est peut-être pas l'archive, c'est le fait d'avoir un livre physique dans la main et de l'annoter, de le souligner, de me faire des systèmes de référence que seul moi, je suis en train de comprendre. Mais c'est moins difficile, je crois, que pour toi. Disons, pour Elisabeth, de se dire comment est-ce que je peux être historienne pendant 1 an, 2 ans, en étant incapable de monter dans un avion pour aller auprès de mes archives, où qu'elles soient, ou même pour aller aux archives ici, qui j'imagine sont plus pour le moment impossible d'accès. Par contre, il y a une chose dont bon, et j'imagine que nous avons parmi nos participants là un certain nombre de chercheurs. Moi, il y a une chose qui me frappe et à laquelle nous allons devoir réfléchir, c'est le fait que, bon, travaillant de la maison, hein, tous inévitablement, la frontière qui, pour certains d'entre nous, était une condition de notre hygiène et de notre santé psychologique, là, c'est-à-dire qu'il y a la maison et qu'il y a le travail, mais que ces deux choses-là ne sont pas complètement, inextricablement reliées, cette frontière a disparu. Hein. J'habite donc avec une autre académicienne qui travaille de la maison, un fils au cégep qui fait 90% de ses activités de cégep de la maison. Et donc, bon, l'équilibre, cette problématique à laquelle nous essayons tous un peu de réfléchir, l'équilibre sain entre le travail et le reste de la vie, est en train d'être bouleversé complètement d'une manière qui, je crois, devra être, encore une fois, prise en compte dans la mesure où ces circonstances dans lesquelles nous vivons, nous allons y être pendant des mois, voire des années. Comment est-ce que nous pouvons, au niveau personnel, je dirais, réinventer des manières de créer des frontières, alors que bon, le non-dit du télétravail, le non-dit du work from home, pour utiliser l'expression anglaise, c'est qu'on est constamment chez soi. Et donc, l'abolition le chez-soi n'est plus un oasis qui nous permet d'échapper un peu aux pressions du travail. Donc, même si j'ai l'impression que dans certains domaines, et dont les miens, je souffre moins en tant que chercheur de l'absence donc de cet outil de travail fondamental qui est l'archive, j'ai l'impression qu'il y a une problématique à laquelle nous devons commencer à réfléchir là, dans l'abolition de la frontière entre les conditions physiques de notre travail maintenant font de sorte que cette frontière naturelle que certains d'entre vous avons créée peut-être plus que d'autres n'existe plus. Mm-hmm.
Mais ce qui ressort de ce que tu dis, Daniel, beaucoup, c'est justement de penser à l'avenir, en fait, à l'impact durable, ou du moins à long terme de l'épidémie. Et je trouve ça intéressant parce que les historiens de la médecine ont tendance à présenter et à penser les épidémies comme étant des événements, c'est-à-dire des choses qui surgissent tout d'un coup, puis qui disparaissent. Mais quand on la vit, une épidémie ou une pandémie, on se rend compte que finalement, c'est pas si rapide et instantané que ça. C'est un moment tu sais, quand j'ai étudié la pandémie d'influenza, ça a duré de 18 à 20, un petit blip dans la longue durée de l'histoire. Mais quand on est dedans, on se rend compte que finalement, 2 ans, c'est long. Et on le voit justement autour de nous, les gens qui pensent euh, à devoir vivre avec les effets de cette pandémie encore 2 ans, puis ça les effraie complètement. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir, et déjà on se rend compte qu'il va falloir qu'on planifie l'après-pandémie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dès le mois de mai, on était en train de parler de l'après-pandémie. Tu sais, encore une fois, dans les médias, comment préparer la ville pour l'après-pandémie. Mais on est toujours dedans, mais c'est clair que ça va changer certaines de nos façons de faire à long terme. Et peut-être effectivement, comme chercheur, comme chercheuse, on va décider de garder certaines de ces nouvelles habitudes. Et la question effectivement du télétravail, de cette frontière qui n'existe presque plus entre la vie professionnelle et la vie intime ou la vie de famille, elle est problématique. Je pense que le télétravail, et les voies de communication électronique sont très utiles parce que, bon, mettons, on décide de faire un congrès, un colloque en ligne, ça devient un événement beaucoup plus accessible à beaucoup de monde, y compris à des gens qui n'auraient pas pu assister à un colloque dans un autre pays à cause de responsabilités familiales. Donc, ça a l'avantage, je pense, cette façon de communiquer, d'ouvrir à beaucoup plus de monde, mais en même temps, ces frontières qui sont très importantes, je pense, pour beaucoup d'entre nous, sont en train de disparaître. Est-ce qu'on va être capable de vivre avec ça pendant encore des années? Ça, je ne le sais pas. J'ai l'impression que non, en fait. Mais effectivement, l'après-pandémie prend, je pense, déjà beaucoup de place dans toutes nos réflexions. Ce que tu dis me suscite deux réflexions. L'une, c'est il y a la pandémie, il y a l'après-pandémie, mais il y a également ce que nous avons vécu pendant l'été et que nous revivrons sans doute. Mhm, Je me rappelle qu'au tout début de la pandémie, j'avais lu quelque chose de très intéressant sur les différents modèles qu'on pouvait imaginer. Et donc, un des modèles qui me semblait, et bon, il est possible que nous soyons là-dedans, c'est que pendant jusqu'au moment où il y aurait une immunité collective qui serait créée par l'arrivée d'un vaccin, probablement, c'est que nous serions, disons, 3 mois on, 1 mois off. mhm, mhm. Et que donc, nous allions devoir nous habituer à une situation dans laquelle c'est comme l'analogie qui avait été créée, qui est bon, qui évoque beaucoup, c'est l'idée de pomper un frein. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on fait graduellement. Et donc, comment est-ce qu'on organise une société dans laquelle on est pour de longs mois, comme on l'a été jusqu'à la semaine dernière, pas complètement plongé dedans, mais pas complètement sorti non plus. Donc, dans une situation de risque modéré Mhm. plutôt que de risque un peu plus élevé comme nous le vivons aujourd'hui. L'autre chose, et je crois que là, c'est une réflexion académique, c'est que, bon, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, bon, je vis sur Zoom et sur les petits cousins de Zoom comme bon, Meet et Teams et WebEx, etc. Je crois que depuis le début de l'année académique, j'ai fait une conférence à Hong Kong, à Londres, sans quitter bon, mon fauteuil. Et bon, jusqu'à un certain point, il y a quelque chose de remarquable que ces technologies existent et qu'elles nous permettent de partager autant, peut-être plus bon, il y avait un événement organisé pour le manuscrit d'un de mes collègues à la faculté de droit qui réunissait des gens de partout au monde. Et c'est sûr que si nous avions décidé de faire un événement physique, une proportion de ces gens ne serait pas rendue, faute de temps, hein, etc. Cela dit, bon, il y a, je crois, et c'est quelque chose que nous allons devoir chacun réfléchir à l'intérieur de nos domaines, qu'est-ce que nous perdons? Hein? Mhm. Il y a des choses il y a des dimensions de l'interaction incarnée dans une
salle, bon, et après, dans les cafés puis les verres qui se prennent après les colloques où les vraies discussions parfois ont lieu, évidemment, qui disparaissent. Bon, il y a des gains. Je participe mardi prochain à une soutenance de thèse à Barcelone. J'aurais adoré être à Barcelone. Bon, cela dit, mon empreinte carbone, qui, je dois le reconnaître, dans les temps normaux, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien voyager, donc était une empreinte carbone probablement irresponsablement énorme et réduite du fait. Et au fond, une soutenance de thèse qui prend 3 heures, est-ce que ça justifie le fait de faire un voyage transatlantique, de passer 3 jours à l'étranger, etc., etc. Donc, je crois qu'un défi qui nous est posé aux universitaires, une fois que nous serons vraiment dans l'après-pandémie, parce que je crois que dans cette période intermédiaire, il n'y aura pas de voyage académique, il n'y aura pas de déplacement académique. J'ai des invitations pour le mois de mai 2021, je n'y crois absolument pas. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des habitudes que nous aurons prises à travailler comme nous le faisons actuellement, que nous garderons parce que nous nous rendons compte qu'elles nous permettent d'inclure plus de monde et aussi parce que nous nous rendons compte également que dans la période précédente, nous déversions énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sans que l'utilité soit vraiment là. Donc, identifier les moments, identifier ces choses qui sont vraiment irremplaçables. Le contact incarné est vraiment irremplaçable. Quelles sont-elles? J'avoue que j'y réfléchis beaucoup ces temps-ci. Oui, oui, je pense que je suis d'accord avec toi, Daniel, et je pense qu'effectivement, pour des raisons écologiques, pour des raisons d'articulation travail-famille aussi, peut-être voyager moins, ça pourrait être une bonne chose pour la plupart des chercheurs, des chercheuses. Mais ce qu'il faudra qu'on apprenne à recréer, je pense, ce sont justement ces moments plus spontanés de contact, comme tu le dis, parce que bon, c'est sûr que les chercheurs, les chercheuses sont des personnes qui aiment la solitude par moment ou du moins sont capables de tolérer un certain niveau de solitude nécessairement. Puis les historiens sont notoires pour aimer la vie monastique, en fait. Mais même les historiens apprennent beaucoup, justement, dans ces moments dans les conversations de corridor, dans les tavernes, comme tu le dis, dans les pauses entre séances. Alors, recréer ces contacts spontanés qui sont très, très importants, pas juste pour le vivre ensemble, mais aussi pour réfléchir à ce qui nous intéresse sur le plan intellectuel. Ça va être un défi. Puis je pense que sur un plan très, très pragmatique, à court terme du moins, nos associations professionnelles vont avoir beaucoup de difficultés, je pense, à survivre financièrement Oui. sans les revenus apportés par les colloques et surtout les grands congrès. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle comme problème si on décide de faire un croix sur les grands congrès, les grands colloques à moyen terme ou à long terme. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose également au niveau de, et je ne sais pas si vous l'avez, bon, je m'adresse autant à toi qu'aux gens dans le public. Moi, je m'interroge beaucoup sur, et peut-être qu'ultimement, ce sont des neuroscientifiques qui pourront nous instruire là-dessus plutôt que des historiens ou des philosophes. Je crois qu'il y a un élément dans la conversation qui fait quand même partie intégrante de ce que nous faisons, surtout les humanistes que nous sommes. Bon, c'est vrai que vous avez de longs moments en histoire où vous ne conversez qu'avec vos archives et avec les personnages que vous découvrez dans vos archives. Mais bon, ayant passé des soirées dans des soirées d'historiens et d'historiennes, je sais que vous êtes également, la conversation est importante, aussi bien dans nos enseignements que dans nos interactions de colloques, que dans ce que nous sommes en train de vivre ici. Ce n'est pas la même chose. La conversation, c'est autre chose que... c'est quelque chose de physique. Nous répondons non pas seulement au verbal, mais parfois à la gestuelle. Il y a des cues, pour utiliser le mot anglais, que nous nous donnons par notre manière d'être lorsque nous faisons une conversation, que nous perdons dans ce format à 2 dimensions dans lequel nous sommes actuellement, où nous ne voyons que le visage d'une personne, nous ne voyons pas son contexte, et nous avons de... Et donc, je crois qu'il y a là aussi une conversation à avoir, de la recherche à faire sur, au niveau cognitif. Est-ce que l'échange
par voie, par médium, par plateforme Internet interposée, et cognitivement aussi féconde que ne l'est Moi, je me rends compte, par exemple, avec mes étudiants, bon, j'ai la réputation d'être un bon conférencier quand je donne des cours. J'hésite beaucoup à parler plus de 20 minutes pendant mes cours depuis le début de la pandémie parce que j'ai l'impression que le temps de concentration des étudiants devant leurs ordinateurs est tout simplement moins. Non pas parce qu'ils sont distraits par d'autres choses, mais simplement parce que je crois qu'il y a quelque chose dans notre capacité à être engagé cognitivement par voie, par Zoom interposé, par rapport à ce que nous vivons dans le vrai monde lorsque nous sommes véritablement les uns en face des autres. Mais c'est une hypothèse qui demeure à être vérifiée. Je serais très intéressé de savoir ce que disent nos... parce que c'est quelque chose que tu... C'est pas la même chose. Hein. On échange dans un médium où on est... tous nos réflexes, toutes nos habitudes, toutes les choses qui sont naturelles deviennent artificielles, deviennent un peu plus problématiques. Il y a évidemment le phénomène de l'écran qui gèle à un moment donné. Heureusement que ça ne nous est pas encore arrivé cet après-midi. Mais toutes ces choses-là, je crois qu'il va falloir qu'on y réfléchisse, qu'on se fasse une sorte de... Bon, une fois qu'on en sera sorti, d'état des lieux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui ne peut pas marcher, étant donné les limites inhérentes aux médias que nous avons tant exploités ces derniers mois. Magda, Daniel, je me permets d'intervenir rapidement. Stéphane Gervais, bonjour à tout le monde. Je suis coordonnateur scientifique au CRIEM. On a ouvert la période de réactions et de questions. Alors, si vous permettez, je vais vous lancer déjà une première réaction et vous permettre de réagir. On a une première question où on se demande si vous croyez que c'est un bon moment actuellement pour la mise en place d'une recherche qui vise une cartographie collaborative concernant particulièrement les enjeux pour la collecte d'informations et les rencontres à distance pour le travail d'analyse et de réflexion. Alors, peut-être vous demandez de réagir à cette question. Ben, si je peux peut-être me lancer, Magda. Si je l'ai bien compris, jusqu'à un certain point, c'est un peu ce dont je parlais à la toute fin. Là. Je ne suis pas sûr que... je ne sais pas quel sera exactement... C'est sûr qu'il va falloir le faire. C'est sûr qu'il va falloir le faire. Nous sommes... alors, et là, quand je dis je ne sais pas, c'est littéralement que je ne sais pas. Est-ce que nous sommes encore trop plongés dans la crise pour pouvoir prendre le pas de recul que cet exercice exigera? Ou au contraire, est-ce qu'il faut le faire rapidement puisque, comme nous avons encore un an ou deux à vivre un peu dans cet entre-deux qui ne sera pas un retour à la entre guillemets, normale, est-ce que c'est justement maintenant que nous devons commencer, que quelqu'un là qu'on devrait peut-être constituer, je ne sais pas moi, un comité scientifique pan-québécois pour commencer un peu à sonder les chercheurs sur les différentes dimensions, les pertes, les gains qui ont été occasionnés par ce qui se passe. Et ça peut aller du très concret. Là. Je me demande combien de milliers de chercheurs à travers le monde voient leur capacité de produire de la science réduite par un quantum qui est identifiable par le fait que leurs livres sont au bureau. Hein? Ça peut sembler bête comme tout, et après tout, qu'est-ce qui... Mais, bon, surtout dans un contexte où l'accès au campus, et je dis au campus au pluriel maintenant à travers le monde, est très fortement... bon, on n'y va pas tous les jours, et... alors, il y a des choses tout à fait, je parlais de choses un peu spéculatives et presque métaphysiques sur l'exercice cognitif que représente le fait de se parler sur Zoom plutôt que le fait de se parler en vrai. Mais il y a des choses aussi tout à fait physiques, concrètes, terre à terre, qui ont des impacts mesurables et peut-être des solutions. Hein, comme par exemple le fait d'être loin de ces bouquins. Je peux vous dire là qu'il y a 2 notes de bas de page dans l'article que j'ai envoyé à une revue hier qui ne sont pas là.
parce que les livres étaient au bureau et je ne pouvais pas me rendre au bureau. Mhm. Moi, je ne crois pas que ce soit trop tôt pour faire ce genre de bilan, d'autant plus que faire un bilan maintenant n'empêche pas de faire un autre dans 6 mois ou dans un an. Je pense même que d'avoir justement une série de bilans pourrait être intéressant parce que nos besoins vont évoluer aussi au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. Puis comme Daniel l'a dit, on risque d'être dedans, peut-être pas jusqu'au même point, peut-être pas de la même manière, mais encore 6 mois, un an et demi. Moi, j'ai tenté l'exercice à une très, très petite échelle cette semaine parce que je prépare une demande de subvention d'équipe FRQSC avec une quinzaine de chercheurs, plus nos étudiants et nos stagiaires postdoctoraux. Et vous le savez peut-être, le FRQ nous permet en ce moment de joindre à notre demande un document qui explique très, très explicitement l'impact de la pandémie de COVID sur nos réalisations, sur notre productivité. Alors, j'ai sondé mes 15 collègues et nos étudiants et nos stagiaires postdoctoraux et je leur ai dit, mais envoyez-moi une liste justement des conséquences de cette pandémie pour votre recherche. Et la liste, elle est longue comme ça, en fait. Puis vous pouvez très bien imaginer le contenu de cette liste. Mais c'est clair que la pandémie n'a pas eu le même impact sur tout le monde, mais c'est clair aussi que ça a eu un impact sur à peu près toutes les chercheuses et tous les chercheurs que je connais. Donc, faire une première collecte d'infos, pour retourner à la question, faire une première collecte d'informations tout de suite, moi, je trouverais ça utile. Puis, en faire une autre dans un an, ça pourrait aussi être utile. Oui, tout à fait. Si vous permettez, je vais vous relancer parce on a plusieurs questions. Donc, une question qui est sans doute un peu plus destinée à toi, Magda, qui provient de quelqu'un que tu connais bien, de la part d'Harold Bérubé. Alors, Harold, je vais vous lire la question, vous pose cette question-ci. Les médias sollicitent effectivement, comme tu l'as souligné, Magda, donc les chercheurs universitaires dans le contexte actuel. Mais effectivement, et c'est là la question, est-ce qu'ils leur posent les bonnes questions? Et quels seraient donc, à votre avis, certains des angles morts de ce dialogue entre chercheurs et médias et chercheurs et journalistes? Mm-hmm. Oui, la question est bonne. Je pense que la réponse courte, Harold, serait que ça dépend beaucoup du journaliste ou la journaliste en question. Moi, j'ai fait des entrevues avec des journalistes qui m'ont posé d'excellentes questions. C'est sûr que si on m'a approché, moi aussi, moi en particulier, c'était pour avoir des réponses à certaines questions particulièrement, connaissant mes spécialités, donc l'histoire de la ville, l'histoire des femmes, l'histoire de l'assistance sociale. Donc, j'ai surtout répondu à des questions sur ces sujets-là. Et j'ai trouvé que parfois, les journalistes en question avaient une analyse très fine, en fait, de la situation actuelle et donc ont su poser des questions que je trouvais intéressantes. Je je n'ai pas eu l'impression qu'on a essayé de me faire dire des choses qui ne m'intéressaient pas. J'ai eu l'impression que certains journalistes, et sans doute, en fait, souvent des personnes à qui on a donné ce mandat d'écrire sur l'épidémie sans que ce soit forcément une spécialisation qu'ils avaient avant, souvent ils essayaient de faire des parallèles, par exemple, entre la pandémie de 18-20, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait une entrevue avec un journaliste de la presse qui a écrit un article sur ces 3 moments du 20e siècle que je trouvais un peu maladroit, justement parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de véritable réflexion sur le temps dans les questions qu'il posait, à savoir un événement est très, très différent d'une crise économique répandue qui dure 10 ans. Mais de manière générale, j'ai trouvé que les journalistes qui m'ont contacté avaient une ouverture que je trouvais formidable, puis un véritable intérêt pour comprendre l'impact sur le terrain en 18-20. Donc, je trouvais que j'avais quelque chose à contribuer à la discussion, puis qu'eux, ils étaient ouverts justement à m'écouter, puis à nous écouter en tant qu'historiens et historiennes plus généralement.
Et je pense, je sais, toi, Harold, tu as été beaucoup sollicité pour des questions autour des statuts, en fait, des statuts de figures historiques qu'on voudrait faire tomber ou qui se sont fait tomber dans les dernières semaines. Je trouve que dans le domaine de la santé publique, il y a peut-être un peu moins de danger d'instrumentalisation des historiens et des historiennes. Ah, moi, je pense qu'il y a énormément de ce que vous dites dans les… D'ailleurs, je ne peux pas me souvenir d'un moment où j'ai autant refusé de répondre aux demandes des journalistes. Je crois que quand on travaille dans l'éthique, malheureusement, le mot éthique est un peu utilisé de toutes sortes de manières. Bon, on a beaucoup… Il y a une chose qui vient à l'esprit. On a beaucoup… Bon, il y a certaines personnalités, qu'on pense au docteur Arruda, au premier ministre jusqu'à un certain point, mais d'autres, ils sont devenus des espèces de stars médiatiques. Leurs comportements sont pour moi, bon, il y a des questions concernant leur comportement qui sont complètement inintéressantes du point de vue de l'éthique des politiques publiques liées à la pandémie, où il semble y avoir un appétit public néanmoins. Là, on se souvient donc, je crois qu'effectivement, il y a une tendance à personnaliser, disons, je dirais, la réaction, plutôt que de regarder le fond des politiques publiques, à regarder un peu comment différentes personnalités. Juste hier, j'avais une demande soi-disant urgente de quelqu'un qui me demandait de commenter encore un comportement tout à fait bénin et assez trivial, en fin de compte, que le docteur Arruda avait eu. Bon, il y a un truc, il y a un truc que les vieux routiers et les vieilles routières ont toujours, c'est d'utiliser une question posée par une journaliste pour répondre à une autre question, qui est, disons, partiellement reliée. Alors, certains d'entre vous… Alors, moi, une des choses que j'appréhende beaucoup, et là encore, quand on parle de la mesure dans laquelle cette pandémie sollicite vraiment tous les savoirs, en voilà une. Moi, je crains beaucoup avec cette prochaine vague dans laquelle nous sommes et ce prochain confinement qui va probablement durer plus de 28 jours, hein, qu'on soit lucide là-dessus. Les problèmes de santé mentale dont on avait un peu parlé de manière vague et générale vont vraiment commencer à se faire sentir. Le confinement de mars, avril, mai, il s'est fait… D'abord, on était au tout début, on n'avait pas encore la fatigue de la pandémie dans le corps. On avait l'hiver qui se terminait, les journées qui se rallongeaient, l'été, le printemps et l'été qui arrivaient. Donc, bon, sans dire que le confinement du printemps a été sans coût sur le plan de la santé mentale de la population, ça a quand même été dans des conditions qui sont très différentes de celles-ci. Celles-ci étant des conditions dans lesquelles, premièrement, nous avons 7-8 mois de pandémie dans le corps, de toute l'angoisse reliée à la pandémie, des limitations de nos vies liées à la pandémie. Et nous l'avons dans un contexte où nous rentrons dans l'automne et l'hiver. Hein. Donc, les journées vont se raccourcir. Le fait de pouvoir se voir un peu à l'extérieur, vivre un peu à l'extérieur, ça deviendra un peu plus compliqué, hein, avec le froid qui arrive. Et donc là, je crois que le problème de la santé mentale va émerger. Donc avant-hier, j'ai été contacté par une journaliste de la presse, qui est la journaliste, je crois, des modes de vie, là, le lifestyle, comme on dit en anglais. Et elle m'a demandé, bon, vous, en tant que philosophe, alors je ne sais pas exactement ce que je vais avoir là-dedans, est-ce que vous n'auriez pas des trucs à nous proposer là sur comment survivre à ce prochain confinement? J'imagine qu'elle s'attendait à ce que je réponde, ben oui, écoutez, lisez Marc Aurèle, lisez les stoïciens ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, écoutez, la question qu'il faut poser, ce n'est pas tellement comment on va chacun en tant qu'individu se faire une santé, là, une résilience en matière de santé mentale, mais plutôt comment est-ce qu'en tant que collectivité, nous allons vraiment prendre à bras le corps cette dimension sanitaire de la pandémie, parce que la santé mentale fait partie de l'ensemble des problèmes sanitaires causés par le coronavirus, sachant que la santé mentale est le parent pauvre de la santé publique, enfin du système public de santé, qui est une affaire de riches la plupart du temps. Et donc, la question est une question donc collective. Et en fait, elle était parfaitement heureuse. Elle a
elle a retranscrit ma citation à peu près complètement dans les termes. Donc, je crois qu'il y a ce truc-là, les journalistes. Je suis d'accord avec Magda qu'il y en a, bon, souvent ceux qui sont déjà dans le beat santé, là, qui n'ont pas, mais il y a plein de journalistes, les pauvres, à qui on a dit, écoute, là, tu couvrais la mode, maintenant tu couvres la santé, la pandémie, qui ne savent pas trop quelles questions poser. Et je crois parfois de les prendre par la main et de reformuler leurs questions, à la limite, ils sont heureux de nous suivre. Je vous remercie de votre générosité dans les réponses. Je me permets de vous relancer une autre question de nos participants. On a une question de Johanna qui nous pose la question sur l'avenir et comment vous voyez l'avenir des universités. Précisément, notre participante mentionne qu'il y a certains qui prévoient carrément la fin des universités, du moins la fin du modèle tel que nous le connaissons actuellement, et prédisent que, sauf les universités les plus connues ou ceux qui ont la plus grande renommée, vont pouvoir survivre et sortir de la crise actuelle, sachant qu'un étudiant, une étudiante peut s'inscrire à des cours en ligne un peu partout. Alors, comment vous voyez ces transformations sur notre modèle universitaire, le modèle de la recherche universitaire? Est-ce que vraiment les plus riches ou les plus prestigieuses, vont pouvoir sortir de la crise actuelle? Moi, je pense qu'on va voir beaucoup de variations selon le contexte politique, selon le pays aussi. Je pense qu'on est moins à risque de ce que la personne décrit au Canada qu'aux États-Unis, parce qu'on a un financement public assez constant au Canada, c'est-à-dire que toutes nos universités se trouvent à peu près sur le même pied. Il y en a qui ont des dons plus importants que d'autres, il y en a qui ont des écoles professionnelles et d'autres, à l'UQAM, par exemple, on n'a pas de faculté de médecine, pas de faculté de droit, pas de faculté de dentisterie, donc on n'attire pas les mêmes dons privés, en fait, que d'autres universités, mais je pense je dirais de manière générale, on ne risque pas, ou du moins à court terme, on ne risque pas de voir des universités fermer carrément leurs portes au Canada. Par contre, ça ne veut pas dire que nos façons de faire ne vont pas changer au sein de ces universités. Et je sais qu'à l'UQAM, l'un des grands soucis de mon syndicat, du syndicat des professeurs, c'est que le fait de tester les cours en ligne maintenant, ou l'enseignement à distance, mais la crainte, c'est que ça ouvre la porte dans un avenir assez proche, à des cours donnés entièrement en ligne ou à ce qu'une bonne partie de nos cours soient donnés en ligne l'an prochain, l'année d'après, et ainsi de suite. Et la conséquence qu'on craint, évidemment, ce serait qu'on ait besoin de moins de professeurs et surtout moins de chargés de cours, en fait, ces enseignants, enseignantes qui se trouvent déjà dans une situation assez précaire. Donc, je crois que ce n'est pas être parano de craindre les répercussions possibles des changements qu'on est en train de vivre au sein des universités, mais je dirais que là encore, la perspective historienne peut rassurer. Les universités existent depuis des siècles et des siècles. Pas toujours sous la même forme, elles ont connu de très grands changements internes, mais l'institution de l'université est importante depuis très, très longtemps. Et je pense que l'institution a encore beaucoup à offrir et je crois que et les étudiants et les enseignants et même les administrations savent très bien que ce contact entre chercheurs, étudiants, professeurs est très, très important. Si on veut donner la piqûre d'un domaine de savoir, d'une discipline à un étudiant, étudiante, il n'y a rien comme le contact physique, c'est-à-dire la présence dans une même salle. Parce que souvent, justement, les moments de déclic qui sont vécus par les étudiants sont vécus lors d'une conversation un peu, c'est ça, spontanée, une parenthèse dans le cours magistral. Donc, cette présence, ce qu'on commence de plus en plus à appeler le présentiel maintenant, le présentiel est important et je crois que tout le monde le sait. Donc, peut-être qu'il y aura de plus en plus de cours qui vont se donner à distance. Peut-être que nos façons de faire vont changer et peut-être qu'il y aura un peu de coercition aussi pour que ces façons de faire changent. Mais pour l'instant, je ne crains pas la disparition de l'université ou même des universités, du moins au Canada. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Magda disait.
Bon, il y a un autre problème aux États-Unis qui est que bon, quand un collège moyen charge 30, 40 000 dollars à ses... c'est plus un... On est plus dans le domaine d'une... il est très difficile pour une université ou un collège qui charge 40 000 dollars de continuer à justifier son existence lorsque, pour ce 40 000 dollars, tout ce que les étudiants ont, c'est des cours en ligne. Donc, je crois qu'il va y avoir une crise aux États-Unis que nous n'aurons pas ici. Bon, là, je vais suivre dans ce que Magda disait en me faisant, là, peut-être que, en exprimant une vision complètement ridiculement romantisée de la vie universitaire, mais je vais le faire quand même. Bon, je crois que les outils que nous avons fonctionnent mieux que je ne le craignais pour donner nos cours. Là, je suis étonné à quel point il y a peu de hic, hein, disons, sur le plan technique. Ça fonctionne. Mais je crois qu'il y a aussi, je ne sais pas comment c'est dans ton université, dans ton département, Magda, mais certainement à McGill, il y a, et je le comprends jusqu'à un certain point, une sorte de volonté de dire que, ah mon Dieu, c'est génial, ces technologies, regardez toutes les choses qu'on peut faire, on va offrir aux étudiants une expérience qui, ma foi, est presque aussi bonne que s'ils étaient sur le campus. Absolument pas. Même dans les meilleures circonstances, ce que nous leur offrons est un pis-aller et nous avons la responsabilité de faire de sorte que ce pis-aller fonctionne aussi bien que possible, mais ne nous leurrons pas. Ce n'est pas un nouveau modèle de l'université. L'université, pour les étudiants, il faut que ce soit plus que simplement le fait d'aller chercher des contenus dont le véhicule est, en quelque sorte, ça peut être en personne, ça peut être en ligne, c'est pas important. C'est également une expérience humaine. De fréquenter des gens qui viennent d'un peu partout. Bon, ça fait partie dans la société telle que nous l'avons organisée. Nous pouvons imaginer une société qui s'organise différemment, mais dans la société telle que nous l'avons organisée, pour les gens qui fréquentent l'université, c'est c'est un moment dans leur vie qui est totalisant, je dirais. Et ça, pas pour tout le monde. Bon, il y a des gens, je sais, qui vont sur le campus pour leur cours, qui le quittent, mais ça fait partie de l'expérience d'au moins une partie suffisante. C'est un idéal qui vaut la peine d'être maintenu. Et donc, nous devons, je crois, en tant que, là, on parle moins de la recherche que de l'enseignement, là, mais en tant qu'enseignants, nous devons continuer à résister, je crois, à l'espèce de jovialisme du Zoom, hein, selon lequel il n'y a absolument aucune perte. Il y a de la perte, nous tentons de la minimiser, mais il y a de la perte. Et enfin, j'ai vécu comme un, je ne sais pas si à l'UQAM ça s'est déjà fait, mais à McGill, nous avons reçu le message cette semaine qu'officiellement l'hiver allait se faire principalement, c'est-à-dire complètement en ligne. Et j'ai vécu ça, même si je m'y attendais absolument à 100%, j'ai vécu ça vraiment comme une Déception. massue, là. Mm. Moi, ça me déprime vraiment beaucoup de savoir qu'un an, pas pour moi, mais bon, pour ces étudiants qui passent par l'université, un an de leur expérience d'université aura été passé dans leur sous-sol, dans leur chambre à coucher, à regarder l'écran d'un laptop. Mhm. Je vais me permettre de poser une question et ensuite je vais partager une question d'une participante. Mais c'est fort intéressant. Donc, Daniel et Magda, une question que j'ai à savoir justement le message qu'on a reçu à McGill, au sein de McGill, que l'hiver sera en ligne, puis il y a une priorisation des activités d'enseignement selon une pondération d'importance, Puisque nous vivons tous et toutes comme chercheurs cette situation où on doit couper, limiter, réduire l'ampleur, faire des compromis sur les interactions comme des séminaires, des symposia, etc. Moi, j'étais supposément être en Suède en ce moment pour un truc qui aura lieu sur place, sur le terrain, pas comme les historiens qui vont dans les archives, mais où? Pour moi, comme ethnographe de paysage, être sur le paysage dont le milieu est important avec les parties prenantes, est-ce qu'il y a lieu de dire que dans le niveau 1 de priorisation pour les activités de l'université, les interactions dans des séminaires, dans des symposia, des ateliers entre chercheurs doivent avoir lieu, tout comme les cours qui ont un besoin dans les programmes, à savoir une présence sur place, face-to-face, quelque chose
Ou est-ce que c'est quelque chose qui est comme nous sommes importants, mais pas vous autres? Parce que ça crée, à mon avis, une espèce de dilemme philosophique dans le sens que tout le monde veut dire que moi, j'ai besoin absolument de faire ça parce que ça fait partie de mon métier, de ce que j'ai fait. Pourtant, il y a tellement de demandes et il faut limiter les interactions. Et c'était intéressant dans mon cas parce que c'était en Suède où il y a justement une approche très différente. Mais quand même, ils ont dit qu'il faut annuler les activités en direct sur place, face-to-face, parce qu'ils ont une même hausse, mettons, dans le nombre de cas depuis quelques semaines que nous autres ici au Québec. Moi, je dirais, en fait, la question est très vaste, en fait, puis peut-être que je donnerai un élément de réponse, puis Daniel pourra nous dire ce qu'il en pense, lui. Le problème, Nick, c'est que, et vous le savez, c'est que les universités ne sont pas autonomes, hein. Les universités répondent à beaucoup de monde, les autorités de la santé publique, les gouvernements qui gèrent les départs et les entrées dans un pays. Et ça, c'est un enjeu qu'on n'a pas encore évoqué parce que c'est lié davantage à l'enseignement qu'à la recherche, peut-être. Mais effectivement, la présence d'étudiants internationaux sur nos campus, c'est un enjeu financier très, très important pour certaines universités. Donc, c'est ça. Il y a les règlements du gouvernement fédéral, il y a la santé publique et il y a l'université qui essaie effectivement de faire le tri de toutes ces demandes provenant de toutes ces personnes qui considèrent qu'elles, effectivement, elles auraient le droit à un traitement peut-être spécial. Et donc, je n'envie pas les administrations de nos universités. Il est clair pour moi, en fait, mon avis, c'est que une présence, un enseignement en personne est crucial pour tout le monde. Je le vois avec mon adolescente, ma fille qui fréquente l'école secondaire et malgré toutes les contraintes qui ont été imposées cet automne, c'est-à-dire que les enfants restent dans la même salle de classe toute la journée, même pour la récré, même pour le lunch, masqués et tout, elle est heureuse d'y être. Elle est heureuse d'avoir le contact avec d'autres enfants, avec d'autres ados. Je pense que c'est la même chose pour nos étudiants universitaires. Ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin d'un contact avec leurs professeurs et nous avons besoin de ce contact aussi. Donc, c'est sûr que ce serait l'idéal, mais ce que je vois à l'UQAM, en tout cas, c'est que l'administration est... C'est pas qu'elle a les mains liées, mais quand même, elle doit répondre à beaucoup d'intervenants. Alors, moi, ma réponse va peut-être étonner, Nick, mais parce que je suis tout à fait d'accord et je ne répéterai pas toute l'importance que j'accorde au fait de pouvoir être sur place. Cela dit, je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, je préférerais presque, bon, McGill a dit que 90 à 95, qu'il y aurait des activités sur le campus. Je préférerais presque qu'on se dise, vous savez quoi, il n'y aura pas d'activité sur le campus, sauf les trucs qu'on ne peut absolument pas faire, comme, bon, je ne sais pas moi, disséquer un cadavre en faculté de médecine ou faire des expériences en laboratoire. Il y a des choses qui sont littéralement impossibles. Mais pour le reste, moi, je dis, écoutez, là, on a cette année, espérons que ce ne sera pas 2 années, mais bon, ce sera peut-être 2 années, ce sera peut-être 1 an et demi, on verra, passer. Soyons solidaires les uns des autres et plutôt que d'essayer de dire, ben moi, mon séminaire de philo où on parle de, il faut absolument que ce soit... on va bon, Magda parlait de son ado. Moi aussi, j'ai une ado qui est en secondaire 5. Je crois que, et là, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je suis d'accord avec cette orientation de notre gouvernement. Je crois que tout l'impact, toute l'emphase de la société, que ce soit les universités ou d'autres, doivent être placés sur le fait de permettre aux écoles de continuer à opérer jusqu'à la fin de l'année. Et pour le faire, c'est assez simple. Là, on peut faire un dessin là, pour l'expliquer aux gens. Il faut minimiser au maximum le risque de transmission communautaire à l'extérieur de l'école pour minimiser les risques que cette transmission communautaire rentre dans les écoles. Et donc, bon, même si nous faisons tout ce que nous pouvons lorsque nous avons des activités sur le campus pour faire de sorte que nous ne soyons pas un facteur de risque trop important, bon, ce qui est insidieux, et bon, Magda pourra le dire avec l'influenza de 18-20, c'est que c'est une accumulation de petits risques hein, qui parfois fait de sorte qu'on passe d'une situation sous contrôle comme on y était il y a 2 semaines à plus de 1000 cas comme aujourd'hui. Hein. C'est des étincelles qu'on lance sur des tas
de foin sec, là, ça n'en prend pas beaucoup. Donc, moi, je me dis, la solidarité, soyons solidaires les uns des autres dans nos souffrances respectives, là, de sentir qu'on ne peut pas faire notre travail dans les conditions optimales et que ça reviendra un jour. Mais j'hésiterais, là, disons, et je suis tout à fait d'accord avec Magda, là, ça va être terrible d'être un administrateur aujourd'hui qui compose avec des gens qui chacun pense que sa situation est tellement unique qu'elle mérite une dérogation. Très bien, merci. Écoute, je vais vous avouer que je partage votre avis on ne peut pas prioriser nos activités à nous puisque nous sommes grosso modo très confortables et on est capable de se débrouiller, de s'épanouir, savoir les échanges, même si c'est des compromis. Mais j'ai aussi vécu un peu, pas des conflits, mais des tensions avec des collègues qui disent absolument. Il y a aussi la question des bailleurs de fonds. Mais oui, la solidarité, je pense que c'est beaucoup plus important. Je veux tourner vers une question de Salini Belleli qui porte sur la recherche sur une pandémie. Quels sont les profils des chercheurs ou chercheuses associés dans une recherche sur une pandémie? Quelle est votre vision, Magda et Daniel? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Moi, si j'ai bien compris la question qui est posée, c'est si on va monter, comme on monte des équipes de recherche qui vont étudier quels sont les impacts, quels sont les compromis, quelles sont les avenues, les pistes à suivre pour dealer avec la situation de la pandémie. C'est quel le mélange de disciplines ou des profils ou des préoccupations qu'il faut privilégier? Peut-être pour les bailleurs de fonds, peut-être pour nous autres qui formons nos équipes de recherche stratégique, tactique un peu dans le moment. Alors, la question, finalement, elle est relative à la pandémie actuelle, celle que nous vivons toutes et tous en ce moment, c'est ça? Si j'ai bien compris. Moi, ce qui me fascine, puis je pense que nous l'avons dit au début, Daniel et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que effectivement, cette situation interpelle les chercheurs et les chercheuses de tout horizon. On a eu une réunion du CRIEM il y a un mois environ, où 25 chercheurs du CRIEM ont pris la parole pour décrire un peu leur recherche actuelle, puis comment ils passent leur temps. Et ce qui m'a fasciné, c'était de voir que tant les gens en études urbaines, que les géographes, que les sociologues, que les philosophes, que les historiens, nous sommes tous interpellés par cette situation. Donc, si l'idée était effectivement de constituer un comité qui ferait le bilan de la situation actuelle, puis j'imagine qu'il ferait des recommandations pour l'avenir proche et peut-être à plus long terme, moi, je dirais le plus interdisciplinaire possible. Parce qu'effectivement, chacun verra des dimensions de notre situation actuelle que les autres verront peut-être pas. Donc, évidemment, ça va sans dire qu'il faudrait qu'un historien, une historienne soit là. Mais sinon, moi, je pense que toutes les disciplines auraient quelque chose à apporter à cette entreprise qui serait plus utile, très, très utile, d'autant plus que nous vivons une situation actuelle, mais il n'y a rien qui nous dit que dans 10 ans, il n'y aura pas un autre coronavirus qui viendra justement chambouler nos façons de faire. Puis effectivement, les chercheurs en santé publique nous disent depuis des décennies, en fait, qu'il fallait qu'on s'attende à une autre pandémie. Donc, pourquoi pas profiter de ces ressources intellectuelles qu'on a à Montréal, notamment dans les 4 universités, dans les instituts, pour effectivement essayer de monter un projet, un plan pour la prochaine fois. Oui. Tout à fait d'accord. Juste pour faire un peu, pour ne pas répéter tout ce que Magda a dit, avec lequel je suis à 100% d'accord, je crois qu'il y a, disons, deux phénomènes. Le phénomène des gens qui sentent qu'ils ne peuvent continuer à faire de la recherche que s'ils s'investissent vraiment dans l'exercice collectif qui consiste à essayer de faire front à ce bouleversement sociétal que la COVID représente. Et là, vraiment, il faut voir large. Là. Les créateurs, les gens sont tous impliqués. Cela dit, je crois qu'il y a des gens qui… bon, j'ai un collègue qui était jusqu'à récemment le directeur des programmes de santé globale à McGill, qui a utilisé toutes les tribunes
pour dire, écoutez, là, il ne faut pas que la recherche, et là, lui parlait de la recherche en santé globale, que la recherche se covidifie complètement. Oui. Pendant que nous luttons, et nous avons raison de le faire contre la COVID, il y a des fléaux comme la tuberculose qui connaissent des croissances. Au Québec, nous avons vu des explosions dans la violence domestique, la violence conjugale, des problèmes qui naissent de la concentration des ressources médicales sur la COVID qui font de sorte que nous allons voir un fléchissement de nos taux de guérison de cancer, etc. Donc, je crois qu'il est important. Et bon, il faut que les gens continuent à faire de la recherche sur, je ne sais pas moi, La Rabelais. poésie. Et voilà, exactement. Ouais. Il ne faut pas que la société... Je crois qu'il faut que nous attaquions le problème de la COVID sous tous les angles, mais il n'y a pas que la COVID. Il y a le reste du monde et quand nous allons en émerger, nous serions bien tristes d'avoir arrêté de financer des gens qui travaillent sur la poésie, sur Rabelais, parce que nous avons besoin d'un monde dans lequel qui aura toujours son épaisseur là, culturelle donc ne pas oublier que ce soit au niveau de la santé ou pour tout le reste, il y a autre chose que la COVID. Oui, puis dans la revue Affaires universitaires que vous connaissez toutes et tous, sans doute, déjà au mois de mai ou au mois de juin, en fait, il y avait un article justement qui faisait état du fait qu'en sciences, en médecine, dans les sciences appliquées aussi, les équipes de recherche vivaient pas mal de pression pour mettre de côté leurs projets, souvent des projets qu'ils menaient depuis des années, pour pouvoir se concentrer sur la COVID. Et comme Daniel l'a dit, ça aura un impact aussi sur notre société. Très bien. Oui, je suis entièrement d'accord qu'il ne faut pas tout covidifier et surtout parce qu'il y a d'autres vagues, d'autres pandémies qui s'en viennent. Ça, c'est bien, bien clair. Je veux partager une question qui est très proche à mon cœur, à mes projets, mettons. C'est sur la recherche-action, c'est-à-dire la recherche qui est dans les milieux communautaires avec la société civile, avec les parties prenantes qui sont extramuraux de l'université ou du milieu universitaire. C'est une question qui est bien posée par notre cher collègue Audrey Fontaine. On parle beaucoup de la recherche fondamentale, mais qu'en est-il des impacts de la COVID sur la recherche-action, selon vous? On voit que la pandémie a fait ressurgir de nombreuses inégalités et besoins très urgents chez les organismes de terrain avec lesquels plusieurs chercheurs travaillent ou souhaitent travailler pour justement mieux comprendre les impacts de la COVID sur Montréal et les milieux urbains, mais aussi sur les autres aspects de la vie qui continuent à mettre pression, je rajouterais ici, là, comme le fait d'être sans abri dans un milieu avec un hiver très, très sévère, etc. Comment donc éviter une sursollicitation de ces précieux collaborateurs? Comment concevoir de nouveaux projets collaboratifs sans tomber dans l'instrumentalisation des partenaires, qui est la question pérenne de plus en plus urgente? Je ne suis pas sûr que je peux prendre la question dans le sens où Audrey l'entend. Mais j'ai passé 6 ans à diriger un institut dont le slogan, en quelque sorte, était qu'il faut porter attention aux déterminants sociaux de la santé. La COVID est une illustration tragique, mais parfaite de l'idée des déterminants sociaux de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, les déterminants sociaux de la santé? Ça veut dire que quand on veut regarder la distribution du fardeau de la maladie dans une société, on voit que la manière que les gens sont logés, la manière que les gens se déplacent, la manière que les gens sont nourris, vivent-ils dans des déserts alimentaires ou ont-ils à proximité? Toutes ces conditions sociales ont une puissance explicative énorme pour comprendre la trajectoire que prennent les maladies dans une société. On disait au début de la pandémie que la COVID ne discrimine pas, elle frappe les riches, les pauvres, et c'est à peu près la chose la plus fausse qu'on ait pu dire, parce que regardez toutes les statistiques, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, la COVID discrimine massivement. 60% des personnes qui ont été infectées par la COVID sont des femmes.
c'est quand même énorme, hein, 60%. Les risques de conséquences graves sont distribués de manière tout à fait inégale. Et donc, la COVID agit comme une sorte de révélateur, là, de révélateur de choses que des chercheurs, comme les chercheurs que j'ai côtoyés toutes ces années à l'Institut, savaient déjà. Mais là, on peut les illustrer avec cette maladie très visible dans le public qu'est la COVID. Donc, je ne sais pas euh, bon, une des choses, et là je serais curieux d'entendre Magda là-dessus, moi, une des choses qui me fait peur, vous savez, une des premières choses que j'ai faites, j'enseigne un cours à la faculté de droit sur l'éthique et le droit lié à notre réponse à la COVID. Alors, la première chose que j'ai faite, je ne suis pas retourné en 1918, mais je suis retourné au SRAS. Et j'ai lu les rapports qui ont été publiés par les autorités de santé publique canadiennes, provinciales, sur comment se préparer pour le prochain SRAS. Et ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont une capacité d'oubli qui est absolument phénoménale. Donc, il y a certaines choses qui ont été faites, mais essentiellement, si on avait pris au sérieux les plans de match qui nous ont été proposés là, ben, on n'en serait pas nécessairement là où on en est. Bon, une des choses qui est claire, c'est que la pauvreté, les inégalités massives sont mauvaises pour la santé. Et pas seulement mauvaises pour la santé des pauvres, mauvaises pour la santé de tout le monde dans une société, pour une maladie infectieuse. Hein, ce n'est même pas des arguments moraux dont on a besoin à la limite pour convaincre les gens de s'attaquer aux problèmes d'inégalité au niveau du revenu, d'inégalité au niveau du logement, d'inégalité au niveau de l'accès à la nourriture saine, etc., d'inégalité au niveau des conditions d'éducation des enfants. C'est l'intérêt bien compris. Hein. Si on veut une société qui va être plus résiliente par rapport à cela, attaquons-nous à ce que les organismes communautaires mal financés, vivant là d'une petite subvention à une autre, nous disent depuis des décennies qu'il faut qu'on s'attaque. Est-ce qu'on aura la capacité de nous en rappeler dans 2 ans lorsqu'on en sera sorti? Le potentiel est là. Hein? On pourra le documenter. La crise a été pire dans des endroits avec des inégalités, avec des grosses inégalités, et elle a suivi la trajectoire des inégalités. Est-ce qu'on va pouvoir s'en souvenir dans 2 ans? Mais je suis entièrement d'accord avec Daniel. Puis, c'est pour retourner à la question des journalistes. S'il y a un message que j'ai martelé pendant les premiers mois de la pandémie, c'était exactement ça. C'était de dire que des crises sanitaires comme celles que nous vivons font ressortir les inégalités qui existent déjà en temps normal. Puis, les historiens le savent depuis longtemps parce que peu importe l'épidémie qu'on choisit dans l'histoire, si je prends l'histoire du Canada, par exemple, peu importe l'épidémie, on voit très bien que même si on parle de maladies démocratiques, d'épidémies démocratiques, ces épidémies ne le sont jamais. Les taux de mortalité chez les Autochtones, chez les communautés autochtones sont toujours plus élevés que chez les non-autochtones. Dans les quartiers pauvres qui sont plus denses, où le monde vit côte à côte, où on est moins bien nourri, par exemple, on est moins bien logé. C'est que ce soit en 1832 ou en 1918, c'est exactement le même résultat. Donc, effectivement, ça, c'est connu et c'est connu depuis longtemps. Puis, comme Daniel le dit, ensuite, ça a des répercussions pour toute la société. Donc, effectivement, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer, c'est-à-dire nous assurer que la société dans laquelle on vit a un filet de soutien, un filet de sécurité fort pour les temps normaux, mais aussi pour des moments de crise comme celle-là. Mais la question qui était à l'origine de toute cette discussion, c'est davantage axé sur que faire en tant que chercheurs, chercheuses qui veulent collaborer avec ces organismes. Et je pense que la question, elle est très bonne parce qu'effectivement, ces organismes sont sur le genou, en quelque sorte, en ce moment, parce qu'ils essaient justement de gérer la crise avec leurs clients, si on veut, ou leur bassin, des gens avec qui ils font affaire depuis très longtemps. Donc, les solliciter une fois de plus pour participer à des recherches scientifiques universitaires, ça pourrait être vu justement comme une sollicitation de trop. En même temps, ça me semble important. Ça me semble important parce que c'est de là qu'on va réussir à avoir un bassin de connaissances très actuel
importante. Donc, je pense qu'il ne faut pas y renoncer, mais il faut aussi comprendre le contexte de production, qu'effectivement, ce n'est pas facile pour ces organismes en ce moment. Oui, j'ai tendance à m'accorder avec cette proposition. Il y a presque un moment de nous rappeler l'argumentation de Tuck and Yang sur le refusing research. Que là, il y a une tendance, et je parle parce que justement ce matin, j'étais dans une réunion stratégique où il y a une volonté de créer un nouveau programme qui va relier les étudiants premier cycle avec les communautés, avec la société civile. Mais ce genre d'intervention, de démarche a tendance à instrumentaliser. Et j'ai dit, écoute, là, il faut faire très attention à ne pas exploiter, mettons, les gens qui sont dans la communauté, surtout en ce moment, parce qu'ils sont très, ils sont plus que sur le genou. Hein. Ils sont dans une situation très, très urgente. Et c'est là, par contre, où je pense qu'on peut faire une priorisation de projets qui vont donner un soutien, un support qui va avancer. Et en même temps, peut-être, nous pourrons mieux mettre notre poids à la fois sur le discours public, comme de marteler les messages auprès des journalistes, etc., mais aussi avec les décideurs, de dire voici une étude ou voici une recherche qui montre l'importance de telle intervention, de tel changement, savoir le budget ou l'octroi des ressources, etc. Oui, puis ça, je pense que c'est important de le dire. Daniel l'a évoqué au tout début de la séance, mais je pense qu'on ne l'a peut-être pas dit suffisamment. Nous, et quand j'utilise le nous, je parle des profs dans des postes permanents, tu sais, nous sommes très, très privilégiés et nous avons pu survivre assez bien à cette pandémie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde à Montréal et ailleurs, et ce qui n'est pas le cas non plus de nos collègues chargés de cours ou de nos étudiants qui se demandent à quoi va ressembler l'avenir. Donc, effectivement, ce que vous dites, Nick, c'est effectivement de profiter de ce privilège pour faire ce qu'on peut, pour offrir plutôt peut-être que de demander. Je crois que c'est important parce qu'au final, dans 2-3 ans, on sera toujours en poste. Tu sais, on va se dire nos postes seront toujours là, je crois, ce qui n'est pas le cas d'une grande partie de la population, en tout cas. Oui, mais merci beaucoup, Magda, de cette réflexion-là. D'ailleurs, un tout petit mot pour dire que l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université a justement, en septembre, essayé de faire un son de cloche ou prendre le pouls, justement, de la part de ses membres sur les conséquences de la COVID. Et effectivement, il y avait une grande différence entre les professeurs qui occupaient donc un poste à temps plein et ceux qui occupaient un poste à temps partiel. Alors, ceux qui occupent un poste à temps plein, effectivement, travaillaient beaucoup plus, mais ceux qui occupaient un poste à temps partiel, effectivement, les conséquences étaient différentes, travaillaient moins, effectivement. Donc, il y a des répercussions qui sont effectivement différentes. Il ne me reste plus rien qu'à vous remercier parce qu'on arrive à la fin. Merci de votre générosité, mais avant qu'on remercie tous les participants d'avoir été là, j'aimerais, Magda, si tu permets, que tu puisses un tout petit peu mettre la table pour notre prochain rendez-vous qui est le 13 novembre, qui est donc un rendez-vous qui va être sur un siècle de pandémie à Montréal. Avant de te laisser la parole, je veux vraiment vous remercier d'avoir non seulement réagi aux commentaires des participants, mais d'avoir vraiment eu cette belle générosité qui vous caractérise en réagissant donc à comment vous avez vécu aussi, vous, de façon intimiste, les conséquences de la COVID sur vos recherches, sur votre emploi du temps et bien sûr sur votre propre agenda. Alors, merci d'avoir partagé tout ça. Magda, je te laisse un peu présenter le deuxième rendez-vous du 13 novembre, si tu veux bien. Oui, alors c'est ça, le 13 novembre à la même heure, je crois, 1h30 jusqu'à 3h. Exactement. Donc, Daniel et moi allons animer une séance, une table ronde en fait,
qui consistera en 3 chercheuses qui étaient dans une vie antérieure, en fait, des étudiantes en histoire à l'UQAM, des étudiantes de doctorat et de maîtrise en histoire. Et ensemble, ces 3 chercheuses vont nous présenter brosser un portrait, si on veut, d'un siècle, non pas de pandémie, mais d'épidémie à Montréal. Et donc, Maude Charret, qui est maintenant archiviste chez l'UQAC, va nous parler de l'épidémie de typhus à Montréal en 1847, épidémie où les immigrants irlandais étaient vraiment les boucs émissaires. Ensuite, Sophie Doucet, qui est actuellement stagiaire postdoctorale à Concordia, toujours en histoire, va nous parler de l'épidémie d'influenza de 18-20, mais vue à travers le journal intime d'une Montréalaise franco-catholique bourgeoise, Lady Lacoste ou Marie-Louise Globensky. Et la troisième intervention, ce sera celle de Valérie Poirier, qui travaille à la Ville de Montréal. Elle a fait un doctorat à l'UQAM et elle est actuellement fonctionnaire à la Ville. Et elle va nous parler de l'épidémie de polio de 1946, qui est assez intéressant, qui serait assez intéressant, je crois, pour nous, parce que l'un des grands débats en 1946, c'était la question de la rentrée scolaire. Et la polio, comme vous le savez probablement, ça touchait notamment des enfants. Donc, est-ce que les enfants devaient retourner à l'école à l'automne 46? Bon, je ne vais pas vous dire ce qui arrive. Valérie nous présentera cette histoire-là. Mais je pense qu'ensemble, elles vont pouvoir nous donner vraiment un portrait d'un siècle entier d'épidémie à Montréal. Bien, merci. On espère donc vous revoir toutes et tous pour ce prochain rendez-vous. Encore une fois, merci. Merci Nick, merci Magda et merci Daniel. Et puis, prochain rendez-vous le 13 novembre. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.